Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Aujourd'hui, nous aimerions commencer par une sensibilisation en vous demandant à tous de respecter les mesures d'hygiène nécessaires pour lutter contre le coronavirus qui sévit aujourd'hui à travers le monde. Individus et société, nous en parlons aujourd'hui. L'individu est-il le moteur de la société? Son isolation comporte-t-elle des dangers pour toute la collectivité? C'est un sujet de préoccupation dans le monde aujourd'hui, dans lequel surgissent un grand nombre d'incertitudes. J'ai le plaisir d'avoir deux personnes avec moi sur ce plateau pour développer ce sujet. Madame Mariam Dir, comment ça va Madame Dir? Bonjour Sophia, je vais très bien, merci. Bonjour, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Et Monsieur Mortala Gaye, comment allez-vous, Monsieur Mort? Bonjour Sophia, merci de l'invitation. Le plaisir est pour nous. Alors pour les petites présentations, Madame Dir, vous êtes auteure sénégalaise, vivant à Paris mais native de Dakar. Vous avez poursuivi des études de sociologie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous avez ensuite suivi une formation en communication à l'université internationale de communication de Paris, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et vous êtes aujourd'hui consultante en communication et nous allons parler tout à l'heure de votre dernier ouvrage qui est Destin croisé, le tome 2. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Monsieur Mortala Gaye, vous êtes journaliste et coordinateur éditorial, donc ça fait plaisir de recevoir un collègue. C'est un plaisir pour moi. Oui, vous avez aussi été chef de desk enquête et reportage. Vous êtes auteur sénégalais aussi, vous avez réalisé plusieurs romans, dont le plus récent qui est très sénégalais, c'est bien ça? Oui. D'accord, nous en parlerons tout à l'heure. Vous avez aussi obtenu en 2011 le prix du meilleur reportage presse écrite. Félicitations. Merci. Madame Dir, j'aimerais commencer par cette question de base. On parle d'individu et de société. Comment est-ce que vous définissez l'individualisme? Et est-ce que cette définition est directement opposée, selon vous, au concept de société? Je définis l'individualisme comme une attitude de l'individu. Moi, je ne le vois pas du côté négatif, je le vois d'un côté positif. C'est-à-dire, je le vois comme l'affirmation de soi-même. Le fait de prendre conscience de son indépendance, de son autonomie. Donc, il n'est pas vraiment en opposition avec le concept de société. Parce que quand on a une attitude individualiste, on s'intègre à la société, on cherche sa place dans la société. Et en cherchant sa place dans la société, on apporte du progrès à la société. On essaie de se prendre en charge soi-même. On n'attend rien de l'État. Voilà. Okay. On s'affirme soi-même. Et justement, ça me rappelle un peu la vision keynésienne. Qu'en poursuivant l'intérêt personnel, les gens vont contribuer indirectement à l'intérêt général. Donc l'individualisme, de ce point de vue, a un côté positif. Ok, vous le voyez d'une manière très positive. D'une manière très positive. L'individualisme devient négatif quand il est poussé quand il devient extrémisme. C'est-à-dire, parce que dans ce contexte, il devient de l'égoïsme. Quand on est préoccupé par ses intérêts personnels seulement, dans ce cas, ce n'est plus de l'individualisme, mais c'est de l'égoïsme. Et dans ce cas, on entre en conflit avec la société. Et tout extrémisme est nuisible. Donc, il faut vraiment que ce soit un individualisme modéré. On cherche à s'affirmer soi-même. Et dans ce cas, on contribue au rayonnement de la société. C'est intéressant parce que vous définissez l'égoïsme comme un individualisme extrémiste, extrême. Exactement, radical. Oui, radical, c'est intéressant. Vous avez aussi parlé d'expression personnelle et d'expression individuelle. Monsieur Gaye, quand on parle d'expression personnelle, est-ce que vous pensez que c'est un concept qui s'inscrit dans le patrimoine de notre société d'une manière culturelle? Parce que nous vivons dans une société sénégalaise où culturellement, le concept de collectivité est tellement développé, on est le pays de la teranga, du partage, etc. Où est-ce que l'expression personnelle se situe par rapport à tout ça? Bon, je voudrais tout d'abord, Sophia, vous remercier pour l'invitation et remercier également toute l'équipe de E-Media. Et disons, vous dire toute, disons, l'émotion que j'ai, qui m'habite. Au moment de prendre la parole, parce que je partage un peu le plateau avec une dame pour qui j'ai un immense respect, parce que tout simplement je l'ai vu s'essayer
en faisant des nouvelles au moment où je travaille au quotidien et qui, au fur et à mesure, au fil du temps, a pu écrire 2 romans de qualité. Donc félicitations d'abord à elle pour ça. Tout à fait. Donc c'était pas évident. Ouais. Pour moi, je boirais le verre à moitié plein. Je dirais que l'individualisme, selon certains sociologues, c'est un peu l'impérialisme du moi, l'égoïsme, c'est un peu le repli sur soi en fait. Mais cette définition est souvent, disons, démontée par d'autres philosophes qui ont tendance à considérer que l'individualisme ne rime pas toujours avec égoïsme. Bon, parfois, c'est un concept qui ébouriffe quelques certitudes et on se rend compte que, bon, moi je préfère en tout cas boire le verre à moitié plein pour ne pas trop m'aviser. Voilà, je pense que c'est ça. Maintenant, quand on l'analyse sous le prisme, disons, sénégalais, avec notre pays qui est un pays de la Teranga. Je ne sais pas, peut-être c'est ce qui nous a valu d'avoir un nombre si élevé de cas, parce qu'on a eu des cas importés, parce que tout simplement, on est le pays de la Teranga. Je ne sais pas s'il faut se glorifier de ça ou peut-être s'il faut prendre nos précautions. Oui, mais toujours est-il que le Sénégal est un pays où on n'a pas tendance à fermer les portes, où le collectivisme, où le communautarisme est un concept qui n'est pas creux, où les gens se sentent chez le voisin comme chez eux. Donc voilà, l'individualisme au Sénégal, souvent ce qui peut-être le pratique vivent de façon marginale, hein, parce qu'ils sont marginalisés dans leur coin d'abord et dans leur propre famille. Donc ce qui fait que il faut se réjouir que ce qui prime au Sénégal, c'est vraiment la vie en société. Ouais. Vous avez levé plusieurs points vraiment déterminants par rapport à ce sujet. Vous avez parlé de collectivité, d'ouverture, etc. J'aimerais le ramener au contexte actuel dans lequel nous vivons, justement. Je voudrais juste ajouter un point. Oui. Je rejoins parfaitement ce que dit Mortala, mais je considère que ce n'est pas vraiment parce qu'on est individualiste qu'on va être marginalisé. Par exemple, dans un même cercle de famille, on peut voir un individu qui est individualiste, c'est-à-dire un individu qui va s'affirmer, qui va être entrepreneur et tout, et qui va nourrir toute une famille. Ah. Oui, voilà. Parce que moi, l'individualisme, c'est comme ça que je le prends. L'attitude de la personne vis-à-vis d'elle-même, mais aussi de la société. Par exemple, une personne qui n'attend rien de l'État, qui est entrepreneur, qui se réveille le matin pour se battre lui-même, cette personne, elle est individualiste. Parce qu'elle n'attend pas vraiment de la société ni de l'État, quoi que ce soit. Ouais. C'est encore le côté très positif que vous relevez de l'individualisme. Exactement. Mais derrière, et c'est là que pour moi ça se rejoint, individualisme et collectivité. Parce que cette personne entrepreneur dont vous parlez, qui se lève, qui s'affirme, qui travaille elle-même, etc. Mais vous avez rajouté après pour nourrir toute une famille. Donc cette personne n'est pas égoïste. N'est pas égoïste, exactement. Et pense vraiment à sa famille, etc. Donc c'est là que l'intérêt singulier rejoint l'intérêt collectif d'un certain côté. Exactement. Pour revenir au point de tout à l'heure, Monsieur Gay, vous avez parlé d'ouverture, etc. On se sent chez nous comme chez le voisin. J'aimerais revenir sur des moments où ça peut nous porter préjudice, comme actuellement. On sait ce qui se passe à travers le monde. Beaucoup de personnes affirment, de spécialistes affirment que l'Afrique et donc le Sénégal sont des bombes à retardement par rapport au coronavirus. Pourquoi? Parce que dans quelques mois, dans quelques semaines, les cas risquent de se multiplier parce que les gens ne semblent pas vraiment faire les mesures et respecter les mesures d'usage. Moi, j'ai une question à vous poser, peut-être qu'il sera un peu cru comme ça, mais je vais quand même vous la poser. Pensez-vous que le Sénégal doit fermer catégoriquement ses frontières actuellement? Je pense qu'il faut saluer d'abord les mesures prises par le président de la République pour, disons, fermer les écoles, éviter les rassemblements. Je pense qu'on va vers ça.
On va hier déjà, on a fermé un peu la frontière aérienne sénégalaise, entre guillemets. Donc ça donne idée que les gens prennent à bras le corps ce problème-là. Que le nombre de cas qu'on a actuellement, une trentaine, je pense il faut que ça s'arrête là. Maintenant, il faut renforcer les mesures d'hygiène. Tu es plus optimiste que moi. Ouais, je pense qu'il faut être optimiste. Il faut, je pense, moi je dis toujours que mon optimisme, je le cultive dans mon jardin potager. Bon, ça permet un peu, et c'est truffé souvent de, disons, de feuilles, de foi et de valeurs. Je pense si on, disons, se met à mettre en valeur toutes nos potentialités, qu'on prenne toutes les mesures de précaution, on peut endiguer ce fléau-là. Mais il faudrait que les gens se départissent de leurs habitudes d'avant, parce que ce Covid-19, ça tue. Oui. Et vraiment, il faut respecter les règles. Madame Dieu, vous avez l'air de dire que vous ne partagez pas cet optimisme. Par rapport à la question que vous avez posée à Mortala, ma réponse va être peut-être un peu plus, un peu moins nuancée. Par exemple, la décision de fermer les frontières, moi je trouve que c'est une décision je salue cette décision, mais je trouve que c'est une décision qui est arrivée aussi assez tardivement. Parce que les cas qu'on a eus, ce sont des cas importés. Peut-être qu'on aurait pu les prévenir. Dieu seul sait si on avait fermé les frontières plus tôt. Parce qu'à un moment, il faut choisir l'intérêt national. C'est ce que font les autres États. Quand les autres États décident de fermer leurs frontières, c'est justement parce qu'ils se sont rendus compte que c'est la meilleure façon de protéger les citoyens. Parce que c'est ça le rôle du chef de l'État, en fait, de protéger ses citoyens. Bien sûr, on a d'excellents rapports avec les autres pays, mais ils ne vont pas nous en vouloir parce qu'on a pris des décisions courageuses pour nous protéger nous-mêmes. Voilà. Et par rapport au confinement, c'est vrai qu'au Sénégal, il y a beaucoup de sociabilité. Les gens sont tout le temps les uns chez les autres. C'est des valeurs que je partage aussi. Moi, je suis très bien quand je suis introvertie, mais je suis très bien quand je suis autour de ma famille, de mes amis et tout. Mais on est arrivé à un moment où il faut que les habitudes changent. Et pourquoi les gens choisissent le confinement ? Par exemple, en Chine, ils se sont rendus compte que c'est le meilleur moyen d'arrêter la progression du virus. Donc, il faut vraiment cultiver cette habitude, que les gens restent chez eux. Tout ce qui est cérémonie et tout, on aura le temps, Inch'Allah, de faire ça après. Mais qu'on arrête toutes les cérémonies. Quelqu'un t'appelle pour te dire qu'il y a un baptême et tout. Non, il y a le coronavirus. Là, c'est une question de santé. On reste chez nous. Après, on aura le temps de se voir et tout. Exactement. Mais je vais rebondir sur ça, Madame Dir, merci pour ce point de changement des habitudes. Monsieur Gay, je reviens toujours sur le point où l'individualisme a un effet positif sur la collectivité. Par exemple, lorsqu'on décide de changer ses habitudes, dans le sens où on ne va plus à ces cérémonies qui sont tellement chères au peuple sénégalais, on adore les baptêmes, les mariages, etc., mais qu'on décide que non, je me protège, je n'y vais pas, on protège exactement les autres. Et justement, beaucoup de socialistes et de spécialistes affirment qu'il y a des côtés positifs à l'individualisme sur la collectivité. Par exemple, l'autonomisation et l'indépendance personnelle aboutit à l'enrichissement de la collectivité. Pour ce qu'il en est du Sénégal, j'en reviens sur le côté culturel. Ce n'est pas dans nos habitudes culturelles de se confiner et d'être seul et de ne pas aller voir les amis, de ne pas se rassembler, etc. Comment est-ce qu'on fait pour changer ces habitudes culturelles, surtout actuellement? Moi, je pense que c'est déjà quelque chose qui est inné en nous. Il y a des gens en Afrique qui n'hésiteraient pas à donner leur dernière chemise pour le dernier venu. Parce que tout simplement, il y a ce sens-là de la solidarité. Et j'en profite pour dire que mon père nous disait cela en fait. Il nous répétait toujours que, disons, la générosité, disons, c'est pas le fait de donner de l'argent. Mais c'est il nous rappelait souvent que être pauvre,
Ce n'est pas manquer d'argent, mais être pauvre, c'est manquer de générosité. Et ça, je l'ai retenu de lui. Oui. Et je pense que c'est ce qu'il faut peut-être mettre dans notre chemin pour essayer de vivre ce collectivisme-là, vivre en toute symbiose avec les autres. Parce que si on, disons, prête le meilleur aux autres, on sera meilleur. Et c'est là où peut-être maintenant où réside le combat que les moudou entre guillemets doivent faire. Parce que souvent on lit dans la presse que des moudou sont revenus d'Italie, mais qu'ils ont été dénoncés par des voisins de quartier. Je pense qu'on ne devrait pas arriver à ce stade. Ces gens-là devraient se présenter à l'hôpital le plus proche et dire je reviens d'Italie, en Lombardie, une zone disons affectée par ce virus, et je voudrais me faire consulter. Comme ça on met à l'aise tout le monde. Ils prennent leurs responsabilités eux-mêmes. Oui. Mais malheureusement on assiste à autre chose que cela, et ça compromet la santé de tout le monde. Ça compromet la santé de tout le monde, et ça, je pense que ça fait partie des croyances. Et j'en reviens toujours aux croyances culturelles. Par exemple, lorsque certains cas ont été annoncés dans la ville sainte de Touba, on rencontre souvent des gens dehors affirmer qu'ils n'y croient pas, que il y a le Monusam, etc. Ce qui est tout à fait vrai, mais comment justement faire attention et les sensibiliser et leur expliquer que oui, il faut prendre soin, il faut croire en ce virus, que c'est quelque chose de réel. Si vous deviez lancer un message pour dire que oui, la culture elle est là, mais que ça c'est une question de santé nationale, ce serait quoi? Ça demande beaucoup de pédagogie. Hein. Et justement, je trouve quand même que le gouvernement, les autorités sont en train de faire un travail remarquable en ce sens. Il faut de la pédagogie. Et ce qui est important aussi, c'est de lutter contre les fake news. Hein. Et justement, c'est bien d'avoir pris la décision de dire qu'on va poursuivre toute personne qui va véhiculer des fake news. Comme ça, après, là, ça va s'arrêter. Parce que là, il n'y a rien de pire en ce moment que la désinformation de masse. Et ça, c'est un fléau qui est en train d'atteindre tous les pays. Donc, il faut passer par la pédagogie. Et j'en appelle aussi aux autorités religieuses. Heureusement, elles sont en train de prendre les responsabilités en annulant les magas, les regroupements et tout. Mais elles aussi, il faut qu'elles se prononcent plus directement, qu'elles s'adressent aussi à leur communauté. Parce que parfois, au Sénégal aussi, c'est ça. Le Sénégal a une particularité culturelle intéressante. Parfois, on peut ne pas écouter l'autorité étatique et écouter l'autorité religieuse. Et ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression de voir que l'autorité étatique et les autorités religieuses travaillent ensemble. Et justement, c'est important que ces deux autorités fassent le travail de pédagogie. Ce que je dirais aux concitoyens, c'est que le Covid-19 existe, c'est une réalité. Donc il faut que les gens écoutent les recommandations et les suivent. Tout à fait, merci. Et peut-être une autre question. Oui, monsieur, je vais vous laisser rebondir et j'aimerais vous poser la question. C'est quoi la responsabilité de nous, les journalistes, par rapport à la désinformation dont Madame Dir parle? Oui, je pense que, disons, déjà, il faut saluer également l'élan national. Opposition, société civile, pouvoir religieux, communicateurs traditionnels, tous, je pense, tirent vers un même but, c'est vraiment de bouter hors du pays le coronavirus. Ça, c'est vraiment, il faut saluer cet élan national-là. Mais je pense que ça ne va pas sans pour autant que les gens arrêtent un certain fanatisme. Il faut quand même que on soit conscient que cette maladie est mortelle. Et nos pays n'ont pas souvent les moyens, comme les pays européens, l'Italie qui est débordée. Parce que hier, tout simplement, il y a eu 400 et quelques morts dans la seule soirée d'hier. Il y a eu 400. Donc, il faut prendre au sérieux cette maladie-là. Sinon, voilà, on risque de se retrouver avec des drames
Et personne ne le souhaite. C'est vraiment tout le mal qu'on souhaite au Sénégal. Et justement, c'est ça qui est inquiétant. Quand on voit la progression des cas, parfois on vous dit 30 cas, et du jour au lendemain, on se retrouve avec des milliers de cas. Exactement. C'est ça qui est très rapide. Oui, la propagation très rapide, justement. Et c'est ce qui est arrivé à l'Italie d'ailleurs. Il faut faire gaffe en fait. Exactement. Bon, le contexte actuel... Que Dieu nous préserve. Oui, que Dieu nous préserve. Et le contexte actuel nous oblige à développer ce sujet-là. Nous parlons d'individus et de société. J'aimerais vous poser quand même une question. Peut-être que beaucoup de gens l'ignorent, mais quelle est la différence entre communauté et société? Moi, je vois la société comme une somme de communautés. La société, il y a différentes communautés qui constituent la société. Par exemple, au Sénégal, vous avez plusieurs communautés qui cohabitent ensemble. On a la communauté Wolof, la communauté Sérère, Manjak, tout ça, la communauté musulmane, la communauté chrétienne. Je vois la communauté comme un groupe de personnes qui partagent un lien spécifique. Ça peut être la religion, la langue. Et justement, c'est cet ensemble de communautés qui constitue la société. Et au Sénégal, c'est ça qui est intéressant, le vivre ensemble. C'est-à-dire beaucoup de communautés différentes, mais qui vivent parfaitement ensemble. Ouais, en harmonie. Oui, et justement, ça, j'ai essayé aussi de le transposer dans mon roman. Oui. Par exemple, il y a Nina, le personnage principal, qui est lié par Khadi, à Khadi par une histoire d'amitié. Elle partage une amitié qui est fusionnelle. Et justement, on peut dire qu'elle représente beaucoup de communautés à elle seule. L'une est chrétienne, l'autre est musulmane. Voilà. L'une est sérère, l'autre est wolof. Et pourtant, elles ont une amitié extraordinaire. C'est nos réalités sociétales. Exactement, c'est des valeurs sénégalaises. On reviendra d'ailleurs sur votre roman vers la fin de l'émission. Monsieur Gaye, comment conserver le vivre ensemble dont Madame Dir parle et cette idée de communauté qui est tellement forte chez nous en période de confinement? Comment est-ce qu'on conserve cela? Il faut toujours respecter l'autre comme on se respecte. Je pense qu'il faut donner à l'autre tout ce dont il mérite en fait, pour pouvoir le mériter de lui. Je pense que au Sénégal, il faut se réjouir de cette communauté-là, du vivre ensemble qui règne en fait. Quand on part en Casamance ou quand on va à Saint-Louis, qu'on quitte Dakar, on a l'impression d'être toujours au Sénégal. Dans certaines contrées d'Afrique, c'est pas le cas. Donc il faut qu'on préserve cela. Il faut qu'on soit conscient de la chance que nous avons, nous Sénégalais, de vivre en harmonie et de ne pas avoir la prétention de gâcher cette harmonie-là. Parce qu'en fait, j'ai lu par exemple sur les réseaux sociaux comment les gens se sont moqués du coronavirus et disons du confinement. Certains ont commencé à dire mais ne rêvez pas de Ngalar cette année parce qu'il n'y en aura pas. Donc voilà, l'heure est grave. On prend un peu tout à la légère alors que l'heure est grave. L'heure est grave, mais quand même il faut aussi prendre les choses à la légère, parce que prendre le bon côté des choses fait, pour ne pas dramatiser, parce que aussi ce serait un drame de se retrouver à Dakar, de voir Dakar en ville fantôme, de voir les gens paniquer, de repousser l'autre parce que tout simplement on a peur de choper la maladie. Mais vous ne pensez pas que c'est quelque chose de nécessaire actuellement? C'est pour ça que pour moi, en fait, la dichotomie et ce qui est difficile, c'est de garder cette idée de communauté qui est forte chez nous, tout en se protégeant et en protégeant la société. L'individu a une responsabilité sur la société, dans le sens de protéger l'autre. Le fait de repousser, parce que je comprends la stratégie de rigoler un petit peu, de dédramatiser une situation qui est déjà assez dramatique, mais le refus le repoussement de l'autre, quand ça le protège, n'est-il pas nécessaire? Par exemple, pour ce qui concerne, disons, les gens qui ne serrent plus la main, je pense que c'est nécessaire. Mais je dis, il ne faut pas qu'on cède à la panique. Il n'y a pas encore péril en la demeure. Il faut, c'est vrai, on a un certain, on a
envie de vivre ensemble, on a quelque chose à partager ensemble, il ne faut pas qu'on repousse l'autre parce que tout simplement on a peur de la maladie, on le voit comme quelqu'un qui est potentiellement porteur du virus. Il faut qu'on ait sur nos gardes, mais que ça ne soit pas une manière de le repousser, une manière de se replier sur soi. Parce que ça aussi, je pense, ce serait pas bien. Mais l'important pour moi, c'est de respecter les consignes édictées, données par les médecins. Et justement, c'est là que la pédagogie est intéressante. Et la pédagogie, elle commence même au niveau de la cellule familiale. Par exemple, le parent, il tient une réunion avec ses enfants, il leur dit, normalement, les enfants ne doivent même pas sortir en ces périodes tumultueuses et tout. Et il leur dit aussi de ne pas serrer la main et tout. Voilà, la pédagogie commence là. C'est vrai que parfois c'est gênant quand un enfant vous tend la main et de lui dire ah non, on ne serre pas la main. Mais il y a une façon aussi de préparer les enfants, la pédagogie psychologique. Voilà. Et là, là, pour le moment, au Sénégal, on est juste la communauté sénégalaise face au Covid. Ce n'est même plus plusieurs communautés, mais seulement la communauté sénégalaise face au Covid. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, juste la communauté sénégalaise face au Covid? Que là, tout le monde est uni et tout le monde est conscient du danger. Et justement, et c'est pour ça que les gens comprennent qu'on ne puisse plus se serrer la main, qu'on ne puisse plus aller traîner chez le voisin, qu'on ne puisse plus aller aux réceptions et tout. Voilà. Les gens n'ont pas ce sentiment de rejet, mais ils savent que c'est nécessaire. Au contraire, c'est un sentiment d'unité. Restez chez vous. C'est la consigne en fait, restez chez vous. Exactement. Pour protéger, pour ne pas propager la maladie. La maladie, tout à fait. J'aimerais qu'on parle un petit peu de justice sociale maintenant, toujours dans le même contexte, le contexte actuel qui est tellement important. Au niveau de la justice, Monsieur Gueye, on a parlé de sensibilisation, on a parlé de parler aux gens de pédagogie, de psychologie, de sociologie. Lorsque tout ça est fait, et qu'il y a quand même toujours des difficultés pour adapter ces mesures d'usage de manière stricte. Comme ça s'est passé en France, on s'est rendu compte cette semaine que le président Emmanuel Macron a été obligé en France d'établir certaines mesures limite judiciaire par rapport au respect des consignes. Pensez-vous qu'au Sénégal, on devrait peut-être à un moment donné réfléchir à faire appel à la justice pour ceux qui ne respecteraient pas dans le futur, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, les consignes pour lutter contre le Covid? Mais vous avez vu le virement à 180 degrés de tout ce qui avait fait des déclarations dans le sens d'ignorer cette maladie-là. Oui. Les gens, quand ils ont été entendus par la section de recherche, mais quand ils sont ressortis de la section de recherche, c'est comme s'ils n'avaient pas dit tout ce qu'ils avaient dit avant. Donc je pense quelque part la menace brandie par le ministre de la Santé a eu les effets escomptés. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là parce qu'en fait, les journalistes également, ça nous interpelle. Tout à fait. Parce que je pense c'est le moment où il faut faire preuve de responsabilité. On ne peut pas sur la base qu'on détient une information, disons, égratigner ou porter atteinte à la dignité des individus. Ou peut-être carrément mettre en danger tout un quartier parce qu'on a eu à signaler un cas qui ne serait même pas positif. Je pense qu'il faut qu'on ait conscient de notre rôle, qu'on ait conscient que nous pouvons aider à endiguer ce fléau, mais en faisant preuve d'une très grande responsabilité. Oui, les journalistes ont une responsabilité par rapport à ça, Madame Diéroué. Sophia, vous parliez de sanctions et de justice. Moi, je trouve que oui, que c'est une bonne chose. Parfois, on préfère ne pas en arriver là, mais c'est vrai que quand arrive un moment où il faut sanctionner, il faut le faire. Par exemple, si on interdit les rassemblements publics et que les gens persistent, c'est vrai, il faut les sanctionner et c'est dans l'intérêt de la communauté. Ah oui, pourquoi pas. Parfois, il faut des décisions courageuses et après, on les assume. Oui, c'est important. Au nom de l'intérêt national. Ok, au niveau de l'intérêt national, tout à fait. En définitive, la question n'est plus seulement ce que sont les relations de l'individu et de la société, mais surtout ce qu'elles doivent être et ce que nous voulons collectivement qu'elles soient. Parce que lorsqu'on pense au contexte
actuelle. J'ai parlé tout à l'heure de responsabilité que l'individu a sur la société. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de responsabilité que la société a sur l'individu. Et là, on va être clair et précis. On ne va pas seulement parler de société, mais de ce qui régit la société, qui est le gouvernement. Ce qui se passe avec le confinement et les mesures qui risquent d'être encore plus strictes dans les semaines à venir, c'est qu'il y a des retombées. Il y a des retombées économiques, il y a des retombées politiques qui vont s'appliquer. Et tout à l'heure, Madame Dir, en tant qu'entrepreneur que vous êtes, vous avez parlé de l'individu qui n'attend pas et qui ne devrait pas attendre de l'État. Mais dans des cas comme ça, quelle est la responsabilité de l'État sur des entrepreneurs comme vous, qui voient tous leurs événements annulés, qui voient leurs activités stoppées. En France, aux États-Unis, les États sont assez solides pour promettre et donner à leurs citoyens les moyens financiers de s'en sortir. Ici au Sénégal, qu'est-ce que vous prédisez et comment vous voyez cela? Comment je vois ça? C'est vrai qu'on est dans une situation qui est très critique. Des gens qui travaillaient en ce moment sont obligés de rester à la maison. Et c'est en ce moment justement qu'on a besoin de l'accompagnement de l'État. On ne cherche pas l'assistanat, c'est vrai, on cherche à se débrouiller soi-même, mais le contexte oblige. C'est vrai que l'État doit penser à des mesures d'accompagnement pour les entrepreneurs, les salariés qui ne vont pas toucher un salaire ce mois-ci. Parce que justement, ils sont obligés de rester à la maison à cause du confinement qui est obligatoire. Oui, exactement. Moi, je pense que les gens sont en train de, disons, de protéger leur vie, mais il y a un drame social qui se joue sous nos yeux. Quand moi j'ai parcouru ce matin la presse, j'ai lu en fenêtre Mamadou Racine Sy, grand Manitou du tourisme sénégalais, qui disait que nous sommes des quasi-sinistrés. Nous avons tout perdu parce que nous sommes des quasi-sinistrés en fait. Mais quand même, ça interpelle en fait. Tout à fait. Lamantin Beach s'est débarrassé, pour ne pas faire la publicité, s'est débarrassé de 200 employés, paraît-il, hier, je l'ai lu dans un journal. Donc voilà, c'est un drame ça, de voir que des gens qui avaient l'habitude de gagner de l'argent ne peuvent plus le faire parce que tout simplement il y a une question de santé publique. Les États-Unis ont débloqué 3 000 milliards pour aider le Canada. Québec, voilà, parce que tout simplement, ça craint. Donc je pense que après la crise, après vraiment qu'on aura endigué ce coronavirus de l'horreur, après, il faudra vraiment faire le décompte. Et ça risque d'être très salé. La facture risque d'être très salée. La facture risque d'être très salée. Et techniquement parlant, la préoccupation peut-être se situe à ce niveau. Est-ce que l'État sénégalais, est-ce que en tant que gouvernement, on a les épaules assez solides pour répondre à cette facture? Et comment ne pas se mettre éternellement dans l'aide internationale dans laquelle on est beaucoup et qui nous coûte très cher d'une manière générale? Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Dir? Vous avez un avis? Ah, mon avis, j'ai plutôt une interrogation. Oui. Est-ce que l'État a l'air insolite pour assumer tout ça, ces accompagnements? Franchement, je n'ai pas du tout la réponse. Je n'ai pas du tout la réponse. J'espère que si. Parce que ça, comme l'a dit Mortal Lagay, la facture va être salée. Voilà, il faudra que des décisions soient prises rapidement. Parce qu'il faut que les gens se nourrissent et tout. Oui, c'est important. Monsieur Gay, comment vous voyez ça? Je ne connais pas le budget de l'État, mais bon. C'est déjà compliqué. Parce que, voilà, il faudra aider beaucoup de personnes. Même en France, on n'arrive pas à le faire pour tout le monde. Et je pense que peut-être c'est là où il faut faire appel à la solidarité.
agissante de tous les Sénégalais. On a vu l'énorme contribution du khalife général des Mourides qui a mis quand même sur la table 200 millions. On a vu d'autres acteurs de la société, Youssou Ndour, on a vu M. Kabirou Mbodj, on a vu également, on ne peut pas les citer tous, la mairie de Dakar qui a débloqué 100 millions. Je pense que les gens devraient être conscients que en sauvant des vies, on préserve également les emplois. Parce que si on se met à, disons, prendre à la légère cette maladie-là, ça risque malheureusement, sincèrement, c'est pas Oni soit mal qui pense, mais ça risque de faire des ravages. Mais tout à fait. Et il faut aussi que toutes ces aides-là aussi soient utilisées à bon escient, que ça arrive aussi aux destinataires. Surtout, parce que des aides, il y en a eu. On a eu les chefs religieux dont vous parlez qui ont débloqué des moyens. Certaines personnalités, encore une fois, on en revient à l'individu qui aide la collectivité. Certaines personnalités de ce pays, que ce soit des artistes, etc., qu'on connaît bien, qui ont débloqué des fonds. Comment s'assurer que ces fonds soient bien utilisés? Je pense que la transparence également sera un critère de choix pour vraiment que c'est... Parce qu'on on aura besoin de tout cet argent-là. Déjà que, bon, voilà, les billes, ça nous manque. Hein. Il faut aller les chercher souvent à l'extérieur. Eux, ils s'occupent déjà de leur propre cas. On a vu l'Italie, quand l'Italie a demandé à ce que l'Union européenne l'aide à faire face au coronavirus, la France et l'Allemagne ont dit non. Il a fallu que les Chinois viennent pour voilà, essayer de donner de jouer leur partition. Je pense, voilà, il faut qu'on soit solidaire. C'est vraiment le moment où les Sénégalais devraient se ceindre les reins. Qu'on soit un et indivisible. Que l'on soit derrière l'État. Et l'État aussi joue son rôle. Parce qu'on ne peut pas être derrière l'État alors que l'État ne joue pas son rôle pleinement. Je pense qu'il faut qu'on soit un et indivisible et qu'on puisse peut-être, disons, mobiliser toutes les énergies pour venir à bout de ce fléau-là. Tout à fait. Voilà. Et dans ce contexte, c'est ça aussi. C'est ça la justice. Que l'argent, que les donations et tout soient utilisés à bon escient. Tout à fait. Et que le citoyen sénégalais en profite. Exactement. Et justement, dans cette lancée, j'aimerais annoncer que ici, au niveau de E-Media, nous avons deux artistes, Pape Diouf et Wally Seck, qui vont organiser un téléthon pour soutenir l'État dans ce moment de crise dans lequel nous sommes. Alors, on aimerait saluer ça et inviter tous nos téléspectateurs à justement regarder ça de près. Très bien. Alors, Monsieur Gueye et Madame Dir, j'aimerais qu'on parle un peu personnellement de vous. Je sens qu'on va vers la fin de l'émission. Et surtout pas de vous, mais de vos œuvres. Si vous pouvez nous dire chacun respectivement un mot sur vos derniers romans. Madame Dir, Destin croisé. Je laisse la parole à... Son roman est plus récent. Oui. Voilà. Donc là, je viens de publier mon deuxième roman, Destin croisé, tome 2. C'est à la suite de Destin croisé qui a été publié en 2015. Si je devais résumer Destin croisé en une phrase, ce serait comment les rencontres personnelles et professionnelles qu'on fait dans notre vie impactent notre destin. Voilà, parce que Destin croisé, à l'origine, c'est ça. L'histoire de 3 amies sénégalaises qui sont à Paris, qui vivent leur vie. Ils ont leurs relations amoureuses, ils ont aussi leurs relations personnelles, professionnelles, etc. Destin croisé, je peux dire que c'est 3 histoires dans le roman, 3 histoires importantes. Il y a l'histoire de Nina et Marc, son mari, l'histoire de Khadi et Henri, son mari. Mais pour moi, la plus grande histoire du roman, c'est l'histoire d'amitié entre Nina et Khadi. Voilà, d'accord, intéressant. Où est-ce qu'on peut trouver Destin croisé? Un peu partout? C'est disponible en librairie au Sénégal. Et ça, justement, ça a été un grand défi parce que mon livre est auto-édité. Et justement, quand on fait de l'auto-édition, on n'est pas très bien vu par les librairies. D'habitude, les librairies n'acceptent pas les romans auto-édités. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir mon roman en librairie. Donc c'est disponible à la librairie Didactica, à la librairie L'Harmattan et à la librairie Mona Lisa. Super, merci pour ça. Et vous, Monsieur Gueye, très sénégalais. Très sénégalais, j'ai publié Très sénégalais aux éditions L'Harmattan. Bon, c'est une galerie de portraits qui présente des Sénégalais de toutes les origines et de toutes les régions, de tous les secteurs. J'ai fait par exemple le portrait de Ndiaga Ndiaye. Ndiaga Ndiaye, quand on voit les cars qui roulent
déroulent à Dakar, c'est des cars qu'on appelle Ndiaga Ndiaye. Ndiaga Ndiaye, personne ne le connaît au Sénégal parce qu'il n'a jamais fait de plateau télé. J'ai réussi à faire son portrait pour le présenter comme disons, comme un modèle. Parce que le nom même Ndiaga Ndiaye est devenu aujourd'hui un label. Les Mercedes, c'est des marques Mercedes, mais on les appelle Ndiaga Ndiaye. C'est ça, Ndiaga Ndiaye, on dit son nom tous les jours sans le connaître. J'ai fait également le portrait de l'inamovible, qui n'est plus inamovible malheureusement, paix à son âme, Bruno Diatta, voilà, qui était, disons, chargé de conduire le protocole de la présidence. C'est depuis Senghor. Il l'a fait avec Macky et on a interrogé un peu le mystère qui se cachait derrière Bruno Diatta. Et on a fait un texte voilà, pour ressortir un peu des témoignages de ses amis d'enfance, des témoignages de l'ENA qu'il avait fréquenté, l'ENA de Toulouse. Parce que les gens pensent que peut-être Bruno n'a pas fait, mais c'était un ambassadeur, quelqu'un qui avait une haute estime de son métier. Qui avait également l'éthique chevillée au corps. Donc j'ai fait son portrait, j'ai fait également le portrait de Samba Diabaré Samb, qui est quand même, paix à son âme, qui est quand même un monument de la culture sénégalaise. Bon, de Omar Daf, j'ai été à Sochaux faire le portrait de Omar Daf. Omar Daf qui était à l'époque international sénégalais, qui évoluait à Sochaux. J'ai été le voir et à Sochaux, on le considérait, Omar Daf, dans le Doubs, comme un enfant du pays, quelqu'un qui réglait les conflits, quelqu'un qui était le fils de tout le monde. Et ça, c'est pas un hasard aujourd'hui qu'il est devenu entraîneur de Sochaux. Exactement. Ben, merci à vous deux. On en arrive à la fin de l'émission. Je ne peux terminer cette émission sans réitérer les mesures d'usage pour lutter contre le coronavirus. Se laver les mains très fréquemment dans la journée, à chaque fois qu'on en a l'occasion. Utiliser l'antiseptique antivirus qu'il faut à chaque fois qu'on en a l'occasion. Respecter la distance de 1 mètre avec chaque interlocuteur et éviter les rassemblements. Alors, chers téléspectateurs, toute l'équipe de E-Media vous demande de respecter ces mesures d'usage. Vous avez suivi votre émission Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur ITV.